Aujourd'hui, dans les chansons de ma vie sur Radio J, j'ai l'immense plaisir de recevoir quelqu'un qui fait totalement partie de la vie des Français depuis quelques 50 ans et qui a donné un nouveau sens à la mienne il y a 25 ans. Mais ça, c'est une autre histoire. Il a accompagné notre enfance et notre adolescence, il nous a informés à l'heure du repas, il a petit déjeuner durant 32 ans, tous les matins avec nous, et il s'invite à déjeuner dorénavant tous les midis depuis bientôt 4 ans. Notre invité, vous l'aurez compris, c'est William Lémergie, que je suis, je le répète, tout spécialement ravi de recevoir aujourd'hui. Bonjour William, comment allez-vous ? Bonjour Frédéric, ben ça va pas mal. Ça fait 25 ans qu'on se connaît ? 25 ans déjà, on dirait pas. Hein. Ah oui. C'est un peu... Mais vous étiez tout jeune, donc... je venais de fêter ma bar mitzvah quand vous m'avez rencontré. 13 ans vous aviez, c'est ça ? C'est ça, 13 ans et demi. William, dans cette drôle de période, comment vous allez ? Comme les autres, c'est-à-dire inquiet mais résigné, optimiste. J'écoutais un humoriste ce matin qui parlait de bout du tunnel. Oui. Alors il disait, mais où il est ? Bah il est là, le bout du tunnel. Mais tu l'as vu ? Non, moi non plus. Alors William, le confinement vous a fait prendre la plume. C'est un nouvel exercice pour vous, un roman, Mire-Balai ou l'amour interdit. Qu'est-ce qui vous a fait avoir envie d'écrire sur ce jeune paysan qui devient un professeur de sens, pour reprendre... C'est joli, j'aime bien. C'est vous qui l'avez écrit. Hein, Professeur de sens, je trouve ça très bien. Mais effectivement, vous avez de bonnes lectures et là, vous avez pris la bonne phrase parce que ça permet de résumer effectivement, ce que fait le personnage. Non, mais moi, ça m'est venu à l'époque avec un film de Tavernier qui s'appelle Que la fête commence. C'est 1975. Et quand j'ai vu il y a ce film, à l'époque, rien de particulier, sauf une scène dans laquelle il y a une soirée un peu libertine. Oui. Pourquoi un peu d'ailleurs ? Une soirée libertine. Totalement libertine. Au XVIIIe siècle, à l'époque de Louis XV, et suite aux folies du régent, la France, en tout cas la France noble, était un petit peu comme ça, très à l'écoute de ses sens. Oui, on va le dire comme ça. Et alors il y a deux garçons dans cette soirée, dans cette séquence-là, qui bougent pas, ils sont assez costauds, presque muets. On leur pose la question, ce que vous faites là ? Et ils répondent, nous sommes la relève. Je pense que la relève, doit y avoir un jeu de mots dans cette affaire, parce qu'ils venaient suppléer les défaillances sexuelles des nobles, parce que vieux, parce que un peu fatigués, un petit peu avinés souvent aussi. Oui, trop bu, trop mangé. Alors voilà, ils n'arrivaient pas à assumer leur virilité. Heureusement, il y avait ces jeunes gens. Et je me suis dit, mais c'est un drôle de métier. Mais est-ce que c'est un métier ? Qu'est-ce qu'ils font là ? Est-ce que ce sont des extras sexuels ? On les paye. Des intérimaires. Oui, des intérimaires, voilà, exactement. Et puis, après, j'ai pris des notes, je trouvais ça rigolo d'inventer un destin à l'un d'entre eux, dont je me disais, tiens, il a d'origine modeste, il est paysan, et voilà, il va grimper l'échelle sociale. William, c'est un roman certes, mais j'ai la sensation, tant votre écriture provoque des images, que c'est surtout un scénario que vous avez écrit là. Alors, c'est un scénario, puisque j'ai écrit, j'avais une caméra dans mon stylo, apparemment. Mais comme moi, je vis avec l'image, et j'ai fait il y a très 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 longtemps une école de cinéma qui n'est pas l'IDEC, mais j'allais clandestinement suivre les cours de l'IDEC. Et tout ce que je décris là, je l'ai vu, mais en couleur. C'est-à-dire, je suis capable, si vous me prenez une page en me disant, elle était habillée comme ça, pourquoi ? Vous la décrivez ? Oui, bien sûr. Pourquoi le maître d'armes a ce gilet en cuir sans manches, avec une ceinture, avec une boucle en métal ? Pourquoi il porte des bottes en cuir souple de Venise ? Voilà, tout ça, je l'ai vu. Alors, évidemment, si un jour, vous et quelques camarades, vous voulez financer ce film... Vous prenez la carte bleue ? Vous êtes les bienvenus. Non, moi, je vois plutôt une série pour ça. Ce qui est plutôt bien, c'est que vous imaginez vos personnages, mais ce qui est vraiment génial, c'est que lorsqu'on lit ce livre, on les imagine aussi. Oui, le lecteur, c'est vraiment... moi, j'ai eu l'impression, bien évidemment, de lire un roman et avec lequel... vous m'avez accompagné jusqu'à 4 heures du matin cette nuit. Si, je vous assure, mais c'était très sympa. Non, vraiment. mais ça se lit assez vite, finalement, non ? Et ça se lit assez vite, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps et je l'ai dévoré avec plaisir. Et surtout, effectivement, il y a ces images qu'on voit et c'est vraiment super agréable. William, vous connaissez le principe de cette émission, les chansons de votre vie sur Radio J, donc c'est pas difficile à répondre à ça. Les chansons de votre vie, parce que évidemment, je suppose que tous vos interlocuteurs disent la même chose. Pas tous. Il faut en choisir, vous vous rendez compte ? Mais là, c'est douloureux. Bah oui, en même temps, on se doute bien que ces 5 chansons ne sauraient vous résumer. Ce n'est pas non plus exhaustif. Non, c'est vrai. C'est 5 chansons qui ont marqué. Ça donne une bonne idée, me semble-t-il. Alors, la chanson, ça a toujours fait partie de votre vie ? Alors non, pas du tout.
C'est curieux parce que j'en écoutais pas à la maison. Mes parents étaient pas chansons. Ça se limitait à l'époque à Édith Piaf et André Claveau et peut-être Tino Rossi. Vous voyez, c'était un truc très très fun. Oui. Rock'n'roll. Et donc c'était ma mère écoutait beaucoup de musique classique. Non, moi chanson, oui, j'ai découvert ça quand j'ai eu l'âge d'aller dans ce qu'on appelait les booms, donc à l'âge de 16 ans, quoi. Je rappelle pour nos auditeurs que vous avez grandi au gré des affectations de votre papa, qui était militaire de carrière. Il y a eu le Sénégal, il y a eu le Mali, il y a eu l'Algérie à plusieurs reprises. L'Algérie, c'était la base arrière. C'est ça. On y retournait une fois qu'il avait accompli une mission, un séjour, on disait en Afrique noire. C'était 4 ans à peu près. Hop, on Algérie. Retournait chez nous parce que Alger, c'était chez moi. Ça le reste un peu d'ailleurs. Et on repartait quand il y avait une nouvelle affectation. Voilà. Et il y avait un transistor qui tournait dans Alors, la maison, les vieux meubles. Il y avait un Tépaz. Oui. Il y avait les vieux meubles avec la couverture en toile ajourée, mais pas beaucoup de chansons. Je n'écoutais que les chansons qu'on entendait après à Salut les copains ou des choses comme ça. D'accord. Mais j'étais pas très chanson et j'avais beaucoup de mal à retenir les paroles. Mais plus tard, après, j'ai eu une période, oui, c'est la période des années 60-80, là ça va à peu près. Avant, moyen, après, pas du tout. Alors, je vous propose de nous attarder sur le premier de vos choix. Oui. 1959, je crois que vous quittez le Mali pour aller en Algérie, c'est ça? Oui. Et cette chanson, c'est Au Carole de Neil Sedaka. Neil Sedaka, c'est un type moi, formidable. Moi, j'ai bien lu votre livre, Les dents et du bonheur, et Ouais. Carole, on la trouve dans le livre. C'est un choix totalement fortuit. Pas du tout. C'est évidemment en pensant à ça. Parce que ça, il faut que vous sachiez qu'à cette époque-là, moi, tous ceux que vous avez interviewés de ma génération, 50 ans, quand on écoutait Au Carole de Neil Sedaka, je vous dirai un mot qui est ce garçon, mais on l'écoutait pas une fois. On l'écoutait 20 fois par jour. Et jusqu'à user le Jusqu'à micro-sillon. user le saphir. le saphir. Et en plus, après, c'était la boum du samedi après-midi qui se prolongeait jusqu'à 23h et après on rentrait chez soi. Et là, on mettait ça sur la pile de disques et ça tombait 20 fois, quoi, Au Carole. Y a pas mieux. Vous aviez 13 ans en 1959. Oui. Et alors, pourquoi lui et pourquoi cette chanson alors je sais pas, parce que je me suis renseigné sur Neil Sedaka après. D'abord, il était très rigolo physiquement. Oui. Il avait les cheveux noirs plaqués en arrière, un peu gominés. Espèce de caricature, un peu comme un personnage de BD. Oui, c'est ça. Et puis alors, il avait des vestes avec des cols en satin, soit elles étaient roses, vert pomme ou rouges. Et il avait une manière de bouger qui était assez élégante, mais il chantait des chansons, c'était du rock, oui, mais pas du rock violent. C'était assez doux, il y avait une vraie mélodie. Et c'est ça qui m'a séduit à l'époque. Et vous savez que ce type a tourné pendant des années jusqu'à l'âge au-delà de 80 ans. Et qu'il a écrit pour tout le monde. Ah ben oui. Il a écrit les plus gros tubes de Cliff Richard, par exemple. Bien sûr. Et puis il a été repris au Carole, pour vous dire, ça a même été repris par C. Jérôme. Pour vous dire que quand même. Oui, ça c'est pas de chance. Mais j'ai des images de lui au Royal Albert Hall. Oui. Avec un public dans la salle, un public de cheveux blancs, mais enthousiaste, quoi. Et il se trémoussait dans la salle. Mais toujours très élégant. Au Carole, c'est vos premiers grands frissons? Oui, on peut dire ça. C'est pas le seul, mais s'il faut que je fasse un choix en me disant sur les 20 chansons de cette époque-là, Au Carole arrive en tête largement. Je vous propose qu'on l'écoute. Oh bah tiens. On le disait, Neil Sedaka, avant et pendant qu'il était connu en tant qu'interprète, a aussi beaucoup écrit pour les autres. Vous êtes toujours curieux des artistes de l'ombre? Je crois que c'est quelque chose que vous aimez bien découvrir, qui se cache derrière. Oui, j'aime bien savoir que tel tube, en réalité, a écrit par un tel et que la musique a été une collaboration de un tel et un tel. Ça c'est toujours charmant de savoir ça, d'avoir le détail des créativités des uns et des autres et des créations. Vous avez entendu sa voix, elle est bizarre, hein. Il a une voix un peu pointue. Extrêmement médium, il est dans les médiums un peu hauts d'ailleurs. Très haute. Qui correspond pas forcément pas du tout. à son physique de crooner
Non, parce que quand on dit à l'époque, oui, bon, c'est le rock débute, là, nous sommes à la fin des années 50, ça, on est en plein dedans. 59, Elvis, il n'est pas exactement. loin, hein, dans son Amérique. Il a 5 ans de carrière, Elvis, à ce moment-là. Voilà. Et donc, et là, tout d'un coup, il y a ce gars-là qui est comme un peu, je dirais, un peu sucré. Il y a quelque chose comme ça dans les couleurs qu'il porte lui et dans ses chansons aussi. William, on parlait des artistes de l'ombre. Vous auriez pu envisager une carrière en presse écrite, une carrière juste en radio, sans être vous-même exposé. C'est quelque chose qui vous aurait satisfait. Ah mais vous choisissez pas d'être exposé. Vous vous dites pas, je connais pas d'artistes qui ont dit oui, enfin si, quelques-uns. Si, je connais des hommes politiques qui disent, moi, je voudrais un jour être président de la République. Qui le veulent vraiment en se rasant et autres. autres. On connaît d'ailleurs. Qui se rasaient en même temps. Oui, c'est ça, qui se rasait en même temps. Mais sinon, non, quand vous faites ce métier-là, moi j'ai fait ça parce que la radio, c'est ce qu'on écoutait à la maison dans ces années-là, justement, tous les jours, matin, midi et soir, du fait de l'actualité qui était toujours un peu tendue. Donc un jour, quand j'ai voulu faire un métier, pourquoi pas la radio, pourquoi pas journaliste. Et puis après, les choses se sont déroulées telles que, ben voilà, vous acquérez une notoriété, mais vous l'avez pas cherché absolument. Vous vous êtes battu parfois pour la conserver. Oui, mais sinon, la chercher, non. Justement, en parlant de cette notoriété, le jour de votre départ de Télématin, vous avez remercié les spectateurs en vous définissant comme leur colocataire durant 32 ans. Cette proximité que vous avez avec les gens, cette notoriété, vous la vivez comment au quotidien? Alors, à l'époque, le mot colocataire avait un sens très précis, c'est que je rentrais, et moi, et vous tous ceux qui m'accompagnaient, je rentrais chez eux. À une heure où ils sont seuls chez eux. Faut jamais oublier ça. Et tout d'un coup, il y avait ce gars-là tous les jours à la même heure. 32 ans. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je me suis permis de dire, oui, c'est encore moi, coucou, j'ai partagé vos moments du matin, souvent intimes, avec vous pendant plus de 30 ans. Donc, à l'époque, la notoriété, c'est très agréable. Évidemment, quand vous appelez, je sais pas, Paul Newman ou Elvis Presley, au bout d'un certain temps, ça doit être pesant. Un peu lassant. Bon, tant pis. Alors, à ce moment-là, vous n'avez qu'à pas aller sur scène. Mais sinon, c'est pas trop pénible, dans la mesure où les gens qui vous abordent dans des endroits où c'est pas fait pour ça, le font plutôt gentiment. Il faut quand même pas se plaindre de ça aussi. D'accord. Vous avez gardé les 45 tours de l'époque, j'en reviens à ce 1959. Non, pas tous. C'est dommage parce que celui-là... il aurait de la valeur aujourd'hui. oui, non, je les ai pas gardés. Je dois avoir peut-être 1 ou 2, 33 tours, mais je suis pas collectionneur de ça. Je suis collectionneur de beaucoup d'autres choses, mais c'est bizarre, pas de ça. Il vous est arrivé, ou il vous arrive-t-il encore, de faire découvrir à vos enfants aujourd'hui les disques... Alors ceux-là, ils les connaissent. Ils les connaissent, oui, d'accord. Oui, si je leur dis Paul Anka, Neil Sedaka, Bobby Darin, ils savent que ce sont mes chouchous de l'époque. Même, je pense que je dois les bassiner avec ça, parce que dans ma playlist dans la voiture, comme je vais en région toutes les semaines, c'est 2 heures de route aller, 2 heures retour. Donc, vous avez votre playlist à vous. Alors, quoi. J'ai la mienne. Maintenant, ils sont grands, les enfants. Et c'est devenu la leur aussi avec eux. Ils viennent plus avec moi. Mais à l'époque, ça les fatiguait un peu, ouais. Alors, je crois savoir que deux de vos enfants ont de vraies dispositions pour le chant et pour la composition. C'est quelque chose que vous voyez avec plaisir, ça, ou ça vous fait peur? Alors, j'ai surtout... Alors, ce qui est marrant, c'est... Il y en a un, c'est mon fils... qui compose super bien. Lui, c'est son métier et il fabrique de la musique et il fait ça. Il s'est trouvé une niche. Il fait ça pour des grandes marques de luxe, parfums, mode et autres. Il s'est fait une spécialité. Donc maintenant, d'architecture sonore, quoi. En fait, il leur oui, crée c'est ça, architecture sonore. Oui, mais il tentait de faire de la musique autrement, c'est-à-dire des chansons. Ça, c'est plus difficile. Vous en savez quelque chose. Et ensuite, musique de film ou musique de feuilleton et autres. Ça, c'est plus difficile. Mais un jour, je me suis aperçu qu'il avait fait travailler sa sœur. Oui. Ma fille, ma petite Anna. Et je savais pas qu'elle chantait aussi bien. Mais je ne le savais pas du tout, je vous promets. C'était une découverte. Ah oui, puis j'ai dit, elle est bien cette petite, mais ça me rappelle quelqu'un. Ben, elle dit, oui, c'est Anna. C'est moi. Ah bon, tu l'as fait travailler? Oui, oui. Mais comment ça se fait qu'elle chante aussi bien? Et alors, elle connaît tous les répertoires de toutes les chansons françaises. Mais elle n'en fait pas son métier. Non.
Elle est architecte décorateur, ça n'a rien à voir. Et elle veut pas en faire son métier. Elle fait ça pour son frère de temps en temps. Mais par exemple, quand ils ont un anniversaire, ils font venir leur sœur et c'est elle qui assure la voix féminine de l'orchestre. Ah ouais, elle est incroyable. Ça vous rend fier, ça, de voir vos enfants bien sûr. aujourd'hui s'épanouir dans diverses professions, y non, compris mais- dans des professions artistiques? Oui. Ça, ils sont. Je suis très fier. Ils tiennent beaucoup de leur mère, qui était une sculptrice et une excellente dessinatrice. Et ils ont hérité de ça. Et les trois. Mais même sans ça, j'aurais été fier d'eux parce que ce sont des êtres humains très fréquentables. Donc voilà. Si c'est vous qui le dites, on ne peut Ah que oui, vous croire. Oui. Non, mais j'avais aucune raison d'être spécialement indulgent. Mais là, vraiment, rien à enlever. Vous n'êtes jamais indulgent avec les gens que vous aimez. Non. Vous êtes même plutôt extrêmement exigeant avec les gens que vous aimez. Oui, C'est votre manière souvent de leur dire que vous les aimez. Ouais, vous en savez quelque chose. N'est-ce pas? Hein. Mais avec vous, ça s'est toujours bien passé, me semble-t-il. Oh oui, Oui. la preuve. Hein. La preuve, vous n'avez pas de rancune. Aucune, au contraire. William, on continue ce petit voyage au pays des chansons de votre vie. On va rester en 1959. C'est une année qui vous a marqué, hein? Je sais pas, What c'est did le I hasard. say? Ray Comment Charles, Ah 59. ouais. Alors ça, moi j'ai découvert ça, c'était un peu le hasard. C'est un copain qui est venu avec... Mais quand on a commencé à écouter du Ray Charles, après, tous les autres ont été effacés, quoi. Bon, en tout cas, cette année-là. Le maître. Mais le maître absolu, et puis nous, on s'en servait de musique qui nous accompagnait tout le temps, mais ça nous permettait de danser aussi, parce que c'était un peu le but du jeu, quand même. Et voilà, c'est... De danser, puis de tenter quelques rapprochements aussi. Oui, ça servait à ça, quand même, les C'était booms. pas le plus facile, ça, mais enfin bon. Oh, à vous lire, franchement, moi, je pense que ce que vous dites, vous vous débrouillez pas mal, quand Non, même. mais moi, je fais une petite parenthèse parce que je me replonge dans ces années-là. Moi, il y avait des mecs alors moi, j'étais le petit rigolo, j'étais celui qui faisait rire les filles, mais ceux qui me faisaient peur, que je n'aimais pas beaucoup, c'était les beaux ténébreux. Ouais, Vous savez, ça énerve, ça. Mais ça, je supportais pas. Moi, j'étais le petit rouquin. Le beau ténébreux, il était debout. Il avait une épaule sur le chambranle de la porte. Et il regardait d'un œil doux, un peu bleuté, comme ça. Et ça marchait. Comme s'il attirait. Hop là. Et le petit rigolo que j'étais, moi, j'étais là à ma 3e blague et ça marchait pas le feu. On s'acharne. Et moi, le beau ténébreux. Et lui, il ramasse tout. Et ça, il ramassait. c'est très énervant. Ça, Ouais, c'est voilà, très c'est comme énervant. Vous avez eu le plaisir d'interviewer Ray Charles? Non, j'ai pas eu ce plaisir. Mais vous savez qu'il avait son plus proche collaborateur qui était français, bien sûr. qui était un Français. Et alors, est-ce que vous saviez que cette chanson était née en fait d'une improvisation? Non. En fait, il avait commencé un soir à faire un bœuf à la fin de son concert. Les gens ne voulaient pas partir. Et c'est parti avec les oh. Et puis voilà. Et cette intro qui est venue, une intro qu'on reconnaît parmi toutes, cette petite intro au piano qui nous a tous donné des fourmis dans les jambes. Et en fait, c'est cette intro qui est devenue ce morceau. Et ce morceau est considéré comme les puristes de la musique soul, comme un morceau fondateur de la musique soul américaine. Mais ça peut. À mon avis, il n'y a pas mieux. Dans le genre. L'intro, on l'écoute? Ah oui. Quelle voix en plus. C'est magique. Ça n'a pas pris une ride. Non. Puis vous avez vu le film probablement. Justement, j'allais y venir. Ah oui, alors, je vous écoute. Il y a eu une grande mode comme ça des biopics. On a vu Ray Charles, et puis on a vu Dalida, on a vu Clo-Clo, on a vu Yves Saint-Laurent aussi. Non, Ray, c'est le mieux. C'est le mieux parce qu'ils ont joué le jeu jusqu'au bout. Ce qui est intéressant quand vous faites un biopic, me semble-t-il, c'est pas de prendre une période de sa vie, comme on l'a fait pour un film de Coluche, et vous en raconter quelques mois, voire quand il se présentait à l'élection présidentielle de Coluche. Non! Un biopic, vous le prenez d'autant plus que Ray Charles, son enfance, la façon dont il vient non-voyant. Mais ce tout n'est ça, pas une vie, c'est un destin. Mais c'est un destin, c'est un feuilleton. Il se passe toujours quelque chose avec lui jusqu'à la fin de sa vie. Donc il faut tout raconter. Et le biopic de Ray Charles est un modèle du genre pour moi. Un modèle du genre. Et c'est une petite merveille. C'est vrai que après ça, il est difficile de faire aussi bien. Le cinéma...
vous y avez fait toute votre éducation au cinéma, si j'ai bien lu, y compris votre éducation sentimentale. Oui, mais au cinéma, j'avais des parents qui étaient cinéphiles. Oui. Et ce qui signifiait au moins un film par semaine, en fin de semaine, quand les parents travaillaient plus. Mais ce qui était amusant, c'est qu'ils m'y ont toujours amené. Ils m'ont toujours amené au cinéma. Même quand j'étais petit, on ne faisait pas garder par une nounou. Enfin, petit, il faut pas exagérer, j'avais pas au cinéma 6 mois. Mais quand j'avais 7 ans, 8 ans, là, on me mettait sur le strapontin. Alors, au début, j'étais tout en haut, puis avec les années, je suis descendu sur le strapontin. et j'ai quasiment vu des tas de films qui avaient rien à voir avec mon âge. Et alors je demandais des explications, je disais tais-toi, on te racontera après de quoi il s'agit. Et donc j'ai vu des films quasiment une fois par semaine pendant des années, et je continue à en voir un par jour. J'ai la sensation que vous avez été beaucoup plus assidu au cinéma qu'au cours. C'est possible. À l'époque, je me souviens d'un cinéma qui s'appelait le Printania ou quelque chose comme ça. Et ça correspondait aux cours de chimie. Et derrière les cours de chimie, il y avait les travaux pratiques. C'était votre période rochelaise, là, à ce moment-là? Non, c'était Alger. Je séchais toutes les semaines les travaux pratiques de chimie pour aller au cinéma le Printania. C'est formidable. J'allais à la séance de 14h30. On sortait après, il était 16h. Ça me plaisait beaucoup. Personne n'a jamais su pourquoi je n'allais pas là-bas, ni mes parents d'ailleurs. Les cours de chimie. Vous êtes passé devant la caméra à quelques reprises, notamment devant la caméra de votre ami Claude Lelouch. Oui, mais je suis monometteur en scène. Mono-réalisateur. Je n'ai travaillé devant la caméra que grâce et avec Claude. Et ça continue. Hein. Chaque fois qu'il fait quelque chose, il trouve toujours le moyen de me faire, au pire, une voix off. Vous n'avez pas eu envie de foncer là-dedans à un moment, justement? Si, bien sûr. Mais je me suis dit, si ça ne se fait pas, c'est que c'est pas ma destinée. C'est difficile, c'est un vrai métier. On s'improvise pas d'acteur. J'aurais pu, mais je sais pas. J'avais probablement pas une originalité suffisante et une envie suffisante. Pourtant, vous étiez très, très, très convaincant. Moi, la scène de la cravate avec Bernard Tapie. Ouais, c'est vrai ça. C'est une scène d'anthologie. Vous êtes extrêmement juste dedans. Ouais. On a dû vous le dire. Il y a aucune flagornerie dans ce que je chante. Vous étiez vraiment acteur, quoi. En plus, avec Claude, c'est pas toujours difficile. Hein. Il est très présent. Quand vous y arrivez pas, il vous soutient, mais vous n'avez pas l'impression que c'est pénible pour lui. Et la scène de la cravate, je me souviens très bien, c'était autour d'une grande table. Et j'étais conseil d'administration. Et Bernard Tapie arrive en me disant, et c'était un test qu'il faisait dans la scène, un test avec ses collaborateurs dont je faisais partie. Et il montrait sa cravate qui était pourrie. Hideuse. Et il disait à ses collaborateurs, alors comment vous la trouvez? Et tout ce monde disait, oh, écoutez, Monsieur le Président, elle est formidable. Et il arrivait à moi, il dit, alors Martin, où tu bois, je sais plus comment on l'a trouvée. J'ai dit, franchement, oui, franchement, elle est vraiment moche. Et il s'était dit qu'il ferait confiance au type qui oserait lui dire ça. La vérité. Je me souviens très bien de cette scène. Oui. Non, j'adore faire ça. Si on vous le proposait de façon plus sérieuse aujourd'hui, si on vous demandait de mettre votre activité de journaliste entre parenthèses et de vous mettre entièrement là-dedans, c'est un pari que vous prendriez aujourd'hui? Oui, c'est drôle, hein. Mais non, mais je suis à un âge où on prend pas de paris parce qu'on risque de les perdre. Encore un peu plus. Mais là, franchement, non, mais là, le problème, c'est que j'ai rien à perdre à l'âge que j'ai. Donc, il me propose et puis, surtout, si le type me dit, écoutez, c'est pas mal, on en fera un autre. Alors là, moi, je fonce. Franchement, oui, c'est très rigolo. Alors, on reste dans le cinéma. Une chanteuse qui, elle aussi, a eu droit à son biopic, c'est Madame Piaf, Édith Piaf. Ah ouais. Et non, mais là, il était pas mal, celui-là. Celui-là était pas mal. Parce que là encore, vous voyez, on part du vrai début jusqu'à sa mort. Donc, on a tout. Et là aussi, sa vie, c'est un roman. C'est vraiment encore une fois un destin. C'est plus qu'une vie, c'est un destin. Et dans les chansons de votre vie, William, vous avez choisi Milor. Alors, Milor, on reste très fin précis. des années 50, hein, toujours. Je me souviens Vous avez une image arrêtée sur les 58-59.
Qu'est-ce qui a frappé mon imagination à l'époque. Mais je me souviens du jour où ma mère est rentrée dans ce magasin-là. C'était rue Michelet à Alger. Elle a acheté Allez, venez, Milord. Je pense qu'elle a fait ça pour me faire plaisir. Alors, vous vous rendez compte quand on dit on n'achète pas des chansons d'une chanteuse comme Edith Piaf pour un enfant. Non, et surtout pas celle-là. Alors, je suis pas sûr d'avoir compris toutes les paroles, ni la situation, ni ce qu'elle dit à Milord, qui était un client. Bien évidemment. Voilà. Et non, ça j'avais pas compris. Moi, personne me l'a expliqué. En revanche, j'ai adoré ça et tout ce qui a suivi derrière de Piaf, bien sûr. Vous savez qui a écrit le texte de cette chanson, bien sûr. C'est Georges Moustaki qui a fait ce texte. Qui était très proche, on va dire. Il était très très proche. Et alors là, je me permets de vous raconter. Mais j'ai oui, dû non, mais après tout, faites votre métier. En 20 ans, j'ai dû vous la raconter 20 fois. Cette chronique-là, j'ai dû vous la passer 3 fois. On va faire comme si je la connaissais pas. Alors, Moustaki, mais c'était qui alors Eh ben, c'était quelqu'un, vous savez, William, qui était très très proche de Madame Piaf. Et il était très beau, trop beau, solo. Très beau. Et l'entourage d'Edith était extrêmement... Il avait une gueule de patron. Voilà, et en disant, attention, il est trop jeune pour toi, il va te rouler, il va... Ah non, ça, il fallait pas lui dire ça. Parce donc, elle s'est d'autant plus attachée à lui. Et elle a décidé de lui apprendre à écrire. En fait, elle a fait vraiment son éducation. Et un jour, ils sont à Cannes, elle l'enferme dans la suite en disant, tu ne sortiras ce soir que lorsque tu m'auras écrit un texte. Elle lui donne un sujet de dissertation, comme un élève de 3e. 2 amants sur le port de Londres, ils se quittent. Et alors, il reste avec son stylo, il l'a maudit pendant tout l'après-midi, il finit par écrire un poème complètement naze que Georges Moustaki m'avait montré. Ça, c'était une espèce de poème, mais vraiment pourri. Quoi, le texte original ? Le texte original, mais c'était une dissertation, une espèce de truc qui était même pas vraiment en rime. Et il y avait le mot Milord que Piaf avait entouré en rouge, en disant tout ça, c'est honteux. Mais là, le mot, il est fort. Réécris-moi un texte qui s'appelle Milord. Il a fait ce texte. Marguerite Monod, qu'on ne présente plus. Une immense compositrice, l'a mis en musique. Elle a fait 2 musiques. Piaf avait choisi, selon Georges, la mauvaise musique. Il a dû vraiment argumenter. Un jeune mec de 22 ans qui lui dit « Vous êtes en train de vous tromper. Tu es en train de te tromper de musique. » Il a repris la première musique de Marguerite Monod. À quoi ça tient un succès, en fait ? Et elle a chanté, elle a fait le tour du monde. Et vous savez pourquoi ce Georges Moustaki-là était un type formidable à tout point de vue, musical bien sûr, mais pas seulement. C'était un fidèle de Télématin. Et ça, c'était sa plus grande qualité. Oui. Alors là, je la mettrais avec les textes peut-être. Bon. Non, ça, je pense que ça passe avant. Vous a raconté quand elle mettait sa tente dans une tente comme une tente de toile, de camping, dans le salon le soir. Boulevard Lannes. Oui, quand ils étaient dessous pour pas faire de bruit et ils passaient la nuit à composer, à chanter. Et elle s'amusait à réveiller les gens à 5h du matin, à 3h du matin, et à dire à ses auteurs, si demain tu m'appelles pas un texte qui vaut le coup, la musique que j'ai là, je vais la donner à quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'est né Mon Dieu. Où le pauvre Michel Rive-Gauche a fait le tour de son salon durant toute la nuit en disant « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui écrire, mon Dieu !» Et au matin, il lui a écrit « Mon Dieu !» Ça, c'est bien, celle-là. Je m'en souvenais plus de celle-là. Ah, ça, mais je vous l'avais vendu 5 fois, celle-là, au moins. Comme quoi, hein. On l'écoute, Milord, William. Évidemment. On a souvent essayé de doubler Piaf au cinéma. Je crois que c'est la voix qui, sans limiter, donne le plus d'émotion. Non, mais elle n'a pas l'intention de... Elle n'a pas l'intention, et c'est ça qui est fort. C'est sa voix, et elle est sublissime. Je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas fait une carrière... Elle a fait quelques très très beaux albums, 2-3 albums dans les années 70 et 80. Et puis voilà, la vie ne l'a pas... Elle n'a pas rencontré cette petite... C'est toujours très, très troublant de voir... Vous en avez rencontré tellement, des artistes, William. Des gens qui, sur le papier, avaient tout. Et puis voilà, le public est pas là. Vous expliquez ça comment ? Je sais pas si c'est le public qui a oublié ou qui était pas là. Parce que quand on entend ça, même quelques années plus tard, on dit tiens, c'est formidable. Là, cette voix, vous la faites là, vous la mettez à The Voice, elle gagne. Hein. Elle cartonne tout. Elle a peut-être pas les bonnes chansons pour l'époque. Ah non, mais ça c'est autre chose. Voilà. C'est le matériel. C'est peut-être ça. Alors, en parlant de Piaf, on a tous en tête les images. Dernière ITV d'Edith Piaf, c'est Pierre Desgroupes qui l'interviewe. Et on la sent fatiguée, elle revient pour la dernière fois à l'Olympia, Dumont lui a fait tout son nouveau récital, et elle parle avec beaucoup de retenue de sa maladie, et on la sent épuisée, et Pierre Desgroupes est très très bienveillant avec elle. Il vous est arrivé comme ça, vous,
en 50 ans d'interview, de protéger malgré eux des artistes qui étaient à votre micro? Alors malgré eux, je sais pas, mais c'est pas toujours facile. Si vous avez connu peut-être avec Charles à la fin de sa vie, on avait une tendresse et on savait plus quoi lui dire pour lui faire plaisir. Quelle est la question qui va l'animer, qui va le rendre joyeux, lui qui en a entendu pendant 70 ans, quoi. Il était toujours très vif jusqu'au dernier jour. Il était quand même extrêmement sur le coup, le monsieur, quand même. Mais c'est vrai qu'il est... Vous voyez ce que je veux dire? Totalement. Qu'est-ce que je peux lui dire qui va faire? Ah oui, alors là, écoute... Celle-là, on me l'a jamais faite. Voilà, c'était ça. Et quand vous me posez la question, c'est quand vous avez affaire à des écrivains qui sont un peu en fin de ligne, oui. et vous vous dites qu'est-ce que je peux lui poser comme question, que il va y avoir encore une étincelle, une petite flamme. Il va pas se dire tiens oui c'est encore je vais lui raconter, allons-y. Non. Et là Charles c'était pareil. Et dans les débutants, il vous est arrivé parfois d'aider des gens, non, d'être en empathie Michel totalement. Drucker, oui, moi non. Vous avez aidé Michel Drucker, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Je suis le seul qui a connu Michel Drucker enfant. Non, vous savez, malgré c'est pas lui qui vous a découvert. Malgré les apparences, il est beaucoup plus âgé que moi. J'en reviens 2 secondes au métier de journaliste. J'ai la sensation, mais dites-moi ce que vous en pensez, qu'il y a quelques années, il y avait plus de déontologie, il y en avait plus de respect. Vous êtes nostalgique de ce journalisme-là? Aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut mettre tout sur la place publique de manière un petit peu... Oui, ça c'est une indécence et la pudeur est un mot qui a disparu du vocabulaire de ces gens-là. Mais hélas, le problème c'est que ce sont tous devenus, alors je parle des garçons mais les filles probablement aussi, des buzzmen. C'est-à-dire ils ont tellement envie de créer le buzz. Et qui dit buzz dit réseaux sociaux et de plaire à ces réseaux sociaux qui sont une minorité agissante. Mais le clic. Oui, mais ils existent, il ne faut pas les négliger, mais pour autant considérer que c'est l'essentiel de la vie actuelle, les réseaux sociaux, et tout faire quand on est un artiste ou un homme politique pour séduire les réseaux sociaux, ça c'est excessif. Et là le problème c'est ça, le type il vous pose pas une question dont il se dit, la réponse va intéresser des auditeurs de Radio J. Non. C'est, est-ce que je vais faire le buzz avec ça? Créer l'incident. Est-ce que je vais créer la polémique pour aller sur les réseaux sociaux et on va parler de moi pendant une semaine? C'est ça le problème. Et ça vous agace? Ça m'agace. Il va falloir attendre que ces réseaux sociaux rentrent dans notre vie et prennent une petite place un jour, comme d'autres l'ont fait avant. La place qu'elle mérite sans plus. Oui, voilà, pas plus que ça. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu gênant, si c'est ça que vous vouliez me faire dire. C'était ça. C'était ça. Je vous remercie, c'était vraiment ça. William, on continue notre promenade enchanteresse. Alors, on va quitter l'Afrique, on quitte l'Afrique noire, on quitte l'Algérie pour aller au Brésil. Si je vous dis Antonio Pecci Filho, plus connu sous le nom de Tokino, c'est quand même mieux, Tokino c'est plus rapide, et Vinicius de Moraes. La rencontre d'un génie de la guitare et d'un diplomate poète. D'un génie du whisky. et de la diplomatie aussi. Oui. Poète et ex-diplomate. C'est comme ça qu'il se présentait quand il était sur scène. Poète et ex-diplomate. Il était assis devant une table pourrie en bois. Et il y avait une bouteille de scotch qui était pleine au début du concert et qui était assez rapidement. Très vite à la fin. Et Toquinho qui était à côté et qui le regardait avec beaucoup de tendresse. Vous avez choisi, alors, mon portugais n'est pas top. Tarde em Itapoa. Oui. Alors, pourquoi un après-midi à Itapoa? Et pourquoi ce quartier de Salvador de Bahia? Alors, le quartier, je ne connaissais pas, ni la plage en question, mais cette chanson, alors peut-être, vous voyez, s'il y en avait une seule du monde de tout ça, de toute ma vie. Hein, oui, j'ai dit, bon, tu t'en vas, tu vas sur une île déserte, tu as droit à une chanson. Je prends celle-là. Je ne sais pas pourquoi, elle m'a toujours charmé. Et je savais pas envoûtante. Je savais pas où ça se passait, je ne savais pas ce que ça racontait pendant toutes les années où je l'ai écouté. Je connaissais pas bien Toquinho et puis après je me suis renseigné, j'ai eu pas mal de disques de Toquinho, de Vinicius bien sûr et toute la bande. Alors, un de ceux qui a fait connaître la musique brésilienne en France, c'est quelqu'un que vous aimiez beaucoup et que j'aimais beaucoup aussi, Pierre Barou. Pierre Barou. Voilà. Je voulais qu'on ait une petite pensée pour lui. Et Pierre qui appelait tout le temps pour dire qu'il avait écouté l'émission la veille, qu'il aimait bien. C'est curieux et je le connaissais pas. Il laissait des petits messages sur mon téléphone et on se parlait comme ça. Un être absolument délicieux. Et c'est vrai que lui a beaucoup contribué. On sait à quel point les voyages ont été une richesse dans votre enfance. Voyager,
ça reste pour vous un art de vivre aujourd'hui? Une respiration? Là, c'est un peu difficile. Oui, en ce moment, non, bien sûr. Mais sinon, si j'avais là aussi à choisir une distraction ou un passe-temps ou une règle de vie, c'est le voyage. Oui, c'est rencontrer des gens et avec l'arbre et l'herbe qui va avec. Donc c'est rencontrer des gens et ça c'est formidable. Des gens tellement différents, il suffit de franchir la frontière parfois. Et si je pouvais faire que ça, je l'aurais fait. Il y a d'ailleurs, en parlant de voyage, dans votre ouvrage Les Dents du Bonheur, un dernier chapitre extrêmement émouvant où vous amenez votre fils Jerry au Sénégal, sur les traces de votre enfance. Pour vous, c'est une façon de transmettre, c'est une façon de passer le témoin. C'est plus fort que bien des recommandations, ce genre de voyage. Là, c'était terrible parce que le fait que mon fils soit avec moi, d'abord, le fait d'y aller, ça m'a époustouflé. J'y suis retourné 50 ans plus tard, attention, hein. 50 ans plus tard, dans l'avenue dans laquelle j'habitais, avec la maison, les arbres, avec les arbres dont le fût de l'arbre est peint en blanc pour éviter que les petites bestioles grimpent le long de l'arbre. Et on voyait ça tout le long de cette avenue-là. Je suis arrivé devant la porte de la maison et ça n'était pas la saison. Et donc, il y avait des cosses par terre avec des petites graines. Mais c'était pas la saison où elles tombaient. Pourtant, il y en a une par terre. Là, devant chez moi. C'est un signe. Quand j'y vais. Et alors, évidemment, je l'ai ramassée. Elle trône maintenant chez moi, en bonne place. On voit que ça. Et tout le monde me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là en bois, mais moche? Je me dégage. C'est un signe. Tu peux pas comprendre. Mais que je trouve ça. Et c'est une merveille de retrouver ça. William, on est sur Radio J, une radio cultuelle. Vous, c'est mon petit quart d'heure, Jacques Chancel et Dieu dans tout ça. Vous croyez en ce genre de signes? C'est le genre de choses qui pourraient écoutez, moi je vais vous répondre, pas du tout. D'accord. N'empêche que quand ça m'est arrivé, qu'est-ce que faisait ce truc-là, cette cosse remplie de graines à cet endroit-là? Mais c'était la seule dans toute l'avenue parce que j'ai remonté tous les arbres. Je me suis dit, bon, ça va, il y en a d'autres, bon, je vais prendre ça fera des souvenirs, je dirai à ma femme, regarde les enfants. Mais non, il n'y en avait qu'une, et celle-là, pourquoi elle était là? Alors là, maintenant, compte tenu de ce que je viens de dire, oui, j'y crois un peu quand même. William, on continue notre promenade, et nous arrivons à une immense artiste californienne, Rickie Lynn Jones, et son Lucky Guy. Ouais. Alors, une artiste engagée. Elle a beaucoup renoué avec la tradition. Vous avez remarqué comme je chante? Je chante, mais vous voyez qu'il n'y a pas que Tardé mi pato. Ah, non, là, franchement, en anglais aussi, vous vous débrouillez bien. J'ai le portugais, l'anglais. Non, mais je suis surpris que ça ne vous ait pas frappé. Si, mais vous n'avez pas senti cette émotion intense qui me porte. Et pourquoi elle? Rickie Lynn Jones, 1981, alors, une pochette où elle a un petit béret rouge sur le... oui. Elle s'identifie beaucoup à Tom Waits à l'époque. Oui, Tom Waits, bien sûr, qui lui avait une voix, là aussi. C'était son compagnon à l'époque, je crois. Oui, bien sûr. Compagnon de la bouteille tous les deux. Et du protest song aussi, c'est pas mal. Oui, c'est vrai. Non, ça, c'est des souvenirs très précis. C'est Formentera, une moto, une petite 125 qui faisait beaucoup de bruit. Et je me baladais sur les collines, sur les falaises. En moto et je me prenais pour un Californien. Je me mettais un bandana, je mettais en short avec des bottes et j'écoutais Lucky Guy et toute et j'étais tombé là-dessus un peu par hasard sur Rickie Lynn Jones. Personne, j'ai dû écouter ça. J'ai qui c'est, on sait pas comment elle s'appelle, je sais pas. Et c'était cette chanson uniquement ou alors vous avez épousé l'œuvre? Non, il a fallu faire un choix. Et Lucky Guy me semble assez symbolique de cette femme. Et elle a toute la douleur. Elle est incroyable. Il y a des bleus dans la voix, quoi. Il y a des. Ah oui. Mais qu'est-ce que c'est beau. Et puis j'étais à la voir sur scène, un peu plus âgée quand elle est venue à Paris. Il y a quelques 5 ans, il y a 5-6 ans, elle était à Paris. J'avais les larmes à l'œil quand je l'ai vue parce que je disais, mais c'est pas un fantôme. Elle est vraiment là, quoi. Elle est toujours jolie d'ailleurs. Ouais. Elle est extrêmement belle, elle est toujours jolie, elle a beaucoup de charme cette dame. Oui, c'est vrai. On l'écoute, Lucky Guy, une chanson donc, justement qu'elle avait dédiée à Tom Waits après leur séparation. Vous m'avez donné de bons conseils quand nous avons commis une chanson tous les deux. Vous vous en souvenez encore? Oui, bien sûr. Et je trouve que ceux qui nous l'ont refusé ont eu tort. On en a fait 2 ensemble, William, on en a fait 2 ensemble. Non mais moi ce que j'aime c'était parce que cette chanson raconte une histoire.
Et cette chanson et l'histoire est belle. Le type qui se cache derrière le poteau pour voir si s'il arrive à vendre des disques, c'est formidable. Et c'était votre idée, Mais je sais pas pourquoi Monsieur Gine l'a pas chanté celle-là. Ouais, c'est vrai. Et il faudrait qu'on la lui renvoie. Il n'a pas commis de grandes erreurs, mais celle-là, elle est majuscule. Elle est énorme. Elle est énorme. William, on arrive à la fin de notre rendez-vous. Eh ben, je reviendrai. En musique et en votre compagnie. Je rappelle la promo, je rappelle votre livre avec lequel, je le dis et je le répète, j'ai passé d'excellents moments ces derniers jours. Mirballet ou l'amour interdit, chez Albin Michel, William Lémergie, romancier. Franchement, vous allez vous régaler. Pour une fois, c'est une tentative. On va voir. Je pense qu'elle va être suivie d'autres choses. Peut-être. Ah oui, la suite. Ah oui, ça c'est fort possible. William, vous avez eu tous les succès, tous les honneurs. C'est quoi votre prochain rêve professionnel ? Non, mais vous me l'avez dit tout à l'heure. Vous m'avez demandé si ça m'amuserait par exemple, si on fait une série de ça, je prendrais volontiers l'un des rôles il y en a de nombreux dans ce bouquin-là, par exemple. Ça m'amuserait beaucoup, bien sûr. Acteur. Pourquoi pas? Vieil acteur, il faut préciser. Parce que l'acteur aussi, il est fou, lui. Non, mais vous voyez des rôles à cheveux blancs. On vous souhaite l'accomplissement de ce rêve et de tous les autres. William, merci de m'avoir invité, c'est très aimable. C'était un vrai plaisir de vous avoir. Comment elle appelait la chanson que nous avons écrite tous les deux? Le mec, il était caché derrière un derrière. Alors là, vous me posez une colle. Il faut que je le retrouve. Il est dans mon tiroir, le texte toujours. Hein. Ah oui, il y en a deux parce qu'on avait fait 2 versions. Souvenez-vous, on était assez intrépides pour oser une deuxième tentative. Non, on était fous. C'était le titre, c'était un jeu de mots. Oui, c'était pas le manche-disque, c'est pas le cache-disque, c'était un mec qui se cachait en attendant et ça va me revenir. Je vous appelle, je vous promets. Elle est dans mon tiroir au chaud, toujours. Bon, on va la ressortir, il n'y a pas de raison. William, mille merci. Ouais. Merci à vous, merci. À bientôt, merci. À bientôt.